Et oui, c'est à Jérusalem que l'on retrouve notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel. Boker Tov, Israël et le Liban qui sont tombés d'accord sur l'instauration d'un cessez-le-feu au Liban. Un nouveau cessez-le-feu, effectivement, Ilana, et ce cessez-le-feu stipule l'arrêt total des tirs du Hezbollah et le déplacement vers le nord du fleuve Litani de tous les terroristes du mouvement terroriste chiite qui se trouverait actuellement au sud du Liban. Les deux parties, Israël et le Liban, ont donc convenu de créer des zones expérimentales qui seront placées sous le contrôle exclusif de l'armée libanaise. L'objectif sera d'éloigner de la zone les terroristes armés du Hezbollah. Les négociations entre le Liban et Israël reprendront dans un peu plus de 2 semaines, toujours à Washington, dans le but de parvenir à un accord cadre entre les deux pays. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yehiel Leiter, a déclaré à l'issue des pourparlers hier qu'Israël et le Liban sont déterminés à faire respecter cet accord. Il a émis l'espoir que le cessez-le-feu sera respecté, ce qui n'est pas encore établi puisqu'il y a eu encore ce matin une alerte rouge dans le village de Kfar Yuval, dans le nord d'Israël. Et puis dans ce contexte, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a posé une nouvelle équation dans la confrontation entre Téhéran et Jérusalem. Oui, Araghchi a menacé de reprendre les bombardements iraniens contre Israël si Israël devait reprendre ses bombardements contre la direction du Hezbollah dans le quartier de Dakhia au sud de Beyrouth. Il a fait cette déclaration dans une interview sur la chaîne libanaise Al-Mayadeen qui est affiliée au Hezbollah. Pour l'instant, on comprend qu'il n'est pas question d'envisager un raid de l'armée de l'air israélienne contre des cibles à Beyrouth. Dans une interview à la chaîne CNBC, Benjamin Netanyahou a évoqué ses relations avec le président américain Donald Trump. Il a évoqué le dossier iranien. Oui, le Premier ministre a reconnu des désaccords tactiques avec le président américain, mais il a souligné qu'il restait aligné sur les objectifs de Donald Trump quant aux objectifs stratégiques. Comme dans toute bonne famille, a-t-il dit, il peut y avoir des divergences d'approche tactique, mais sur le fond, nous sommes d'accord, a dit M. Netanyahou, qui a toutefois précisé, refusé en tout cas de commenter les attaques personnelles dont il avait fait l'objet de la part de Donald Trump dans cette fameuse conversation très difficile entre les deux hommes il y a 3 jours. Netanyahou a précisé que l'Iran n'était pas seulement une menace existentielle pour Israël, mais aussi pour les États-Unis et pour le monde occidental. Et il a salué l'efficacité, a-t-il dit, du blocus américain des ports iraniens. Le président Donald Trump a parlé la nuit dernière de progrès dans les négociations avec l'Iran. Oui, selon Donald Trump, il est possible qu'un accord soit signé durant le week-end entre les États-Unis et l'Iran. Selon Donald Trump, il s'agit d'un accord puissant et bon, ce sont les termes qu'il a utilisés. Jamais l'Iran ne pourra se doter de l'arme nucléaire. Et un journaliste qui lui demandait s'il sera possible de parvenir à un accord sans régler le dossier libanais, le président américain a répondu: nous essayons de séparer les deux. Le président a même affirmé qu'il avait dialogué avec des représentants du Hezbollah mardi dernier. Ceci étant, dans l'entourage du président américain, on est conscient de la problématique posée par la poursuite des attaques iraniennes contre des forces américaines et l'on affirme qu'à long terme, il est possible que le président décide de remettre en cause un accord avec l'Iran si Téhéran ne se calme pas. Et puis, le président Trump a également évoqué ses relations avec Benjamin Netanyahou. Bibi Netanyahou, a-t-il dit, est un bon partenaire pour moi, peut-être pas pour d'autres, mais pour moi, oui, Israël est un très bon partenaire, a dit le président américain. La soirée d'hier a été marquée par une violente manifestation par ailleurs d'ultra-orthodoxes devant le domicile du juge Noam Solberg, vice-président de la Cour suprême. Oui, des dizaines d'orthodoxes se sont massés à l'entrée de la villa du juge dans la ville de Alon-Chou, dans le Gush Etzion, et ont protesté contre l'arrestation de déserteurs réfractaires au service militaire. Il s'agit bien entendu d'élèves de yeshivot orthodoxes. Ils ont détruit le pare-brise de la voiture du juge et ont endommagé les plantes devant son entrée. La police a arrêté plus d'une 50aine de manifestants et elle a réclamé la prolongation de leur garde à vue. La femme du juge a été vue en pleurs. Elle a lancé: nous sommes des enfants, des survivants de la Shoah. Comment des juifs peuvent-ils faire cela? Est-ce que c'est la nuit de cristal? S'est-elle demandé donc à l'issue de ces violences donc devant son domicile. Et puis, dans la classe politique, on a vivement d'ailleurs condamné ces exactions de ces ultra-orthodoxes. Oui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a téléphoné dans la soirée au juge Solberg et a condamné très fermement cette émeute violente. Des ministres et des députés de toute tendance politique ont également condamné ces actes de violence. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a affirmé qu'il s'agissait là du franchissement dangereux d'une ligne rouge et d'une violation de la démocratie israélienne. Même dans les partis orthodoxes, Chasse et Judaïsme de la Torah, on a condamné ces agissements en affirmant qu'il s'agissait d'une frange marginale et ultra-radicale, mais de manière plus nuancée, on a rappelé également le sort des élèves des yeshivot réfractaires qui sont interpellés régulièrement par la police militaire. Le député Inoun Azoulay de Chasse a souligné qu'il est permis de manifester, mais pas de faire usage de la violence. C'est une profanation du
du nom divin, a-t-il déclaré hier soir. Merci Daniel, à tout à l'heure sur Radio J. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps sera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Les températures prévues aujourd'hui, 30 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et sur le littoral, 34 degrés à Beersheva et 40 à Eilat. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yanis Roder, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation et de la Fondation Jean Jaurès, que nous interrogeons ce matin sur le malaise antisémite, un malaise qui semble s'installer et qui préoccupe grandement la communauté juive en France, mais pas seulement elle. Yanis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors d'une certaine manière, vous avez été interviewé dans ActuJ, notre hebdomadaire de la communauté juive, et vous utilisez des termes très très clairs aujourd'hui et même parfois même très inquiétants. Vous dites que pour être accepté aujourd'hui à Paris, en France, eh bien, un juif doit ouvertement se démarquer d'Israël, pas obligatoirement seulement de la politique de Benyamin Netanyahou, mais de l'État d'Israël en tant que tel. Écoutez, en tout cas, c'est ce qui semble ressortir des dernières actualités liées notamment au milieu intellectuel, au milieu de l'art, au milieu de la presse aussi parfois, où dès qu'une personne, notamment juive, mais pas seulement juive, vous savez, les gens qui soutiennent aussi l'idée qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, l'idée qu'Israël a le droit de se défendre, ces gens n'ont plus le droit de parler en fait, parce que dès qu'ils parlent, on appelle à leur boycott, on appelle à les exclure, on appelle à les faire démissionner de leur métier. Donc il y a vraiment toute une espèce de rouleau compresseur qui s'est mis en marche et qui effectivement touche les Juifs dès qu'ils s'expriment ou qu'ils osent s'exprimer sur Israël. Simplement de dire qu'ils ne condamnent pas Israël aujourd'hui, ça devient problématique pour eux. Et puis les amis, ceux que j'appellerais les amis des Juifs, qui considèrent qu'Israël a le droit de se défendre et qu'un génocide n'a pas été commis à Gaza. Alors, en général, l'antisémitisme, on le sait malheureusement, c'est un fléau qui sévit depuis de nombreuses années. On parle beaucoup de la date des années 2000 et de la seconde intifada comme le début, on va dire, d'une très forte vague d'antisémitisme qui, par la suite, s'est amplifiée à chacun des conflits. Mais aujourd'hui, ce qui est notable, et dites-moi si je me trompe, c'est l'attitude des autorités. Jusqu'à présent, on avait le sentiment que les autorités luttaient avec efficacité ou fermement, en tout cas, contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, est-ce qu'elles aussi, elles entrent dans cet engrenage de dire il faut condamner Israël et indirectement ne pas agir suffisamment massivement contre des expressions d'antisémitisme? Alors il y a deux choses. Je crois que il y a la politique du gouvernement, notamment à l'égard de l'État d'Israël. Ça, c'est le choix de la France et c'est le choix politique du ministre des Affaires étrangères et du président de la République et du Premier ministre. Ça, c'est une chose. Mais sur la question que vous posez, dans le fond, finalement, est-ce que les autorités agissent contre l'antisémitisme? Oui, elles continuent d'agir contre l'antisémitisme. Il y a des discours qui sont très clairs. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est extrêmement difficile, si vous voulez, de lutter contre un antisémitisme à bas bruit, qui ne dit pas qu'il est antisémite, bien sûr. La différence, si vous voulez, avec l'État français de Vichy, il y en a deux. C'est que l'antisémitisme venait d'en haut, et donc il était légalisé par la loi venue d'en haut, et il s'exerçait par le haut. Là, l'antisémite, et il disait qu'il était antisémite. Là, l'antisémitisme, il vient du bas, et il ne dit pas qu'il est antisémite. Donc ces gens disent qu'ils agissent au nom du bien, qu'ils ne sont pas antisémites, qu'ils sont antisionistes, qu'on a le droit d'être antisioniste et que c'est pas parce qu'on est antisioniste qu'on est antisémite. Ils ont toujours quelques juifs avec eux pour dire regardez, on a des amis juifs. Donc c'est extrêmement difficile en réalité pour les autorités aujourd'hui de caractériser l'antisémitisme dans ces cas-là. Et on a vu qu'avec la tentative de la députée Caroline Yadan de faire une proposition de loi pour lutter contre justement le nouveau visage de l'antisémitisme, il y a eu une levée de bouclier avec une manipulation absolument immense et un mensonge éhonté sur ce que
comportait cette proposition de loi. Et finalement, effectivement, et là peut-être je vous rejoins là-dessus, le gouvernement a finalement enterré cette proposition. Alors, il y a eu ces derniers jours, ces dernières semaines même, plusieurs événements qui ont ébranlé, on va dire même la communauté, qui ont suscité, on va dire, cette inquiétude. L'histoire de la DJ Barbara Bush et l'histoire de Johann Sfar qui sont enfin symptomatiques. Mais est-ce que c'est véritablement, ce sont deux cas révélateurs, ou alors on doit s'attendre au cours des prochains mois à le renouvellement de ce type de boycott, de sanctions? En fait, ce sont des cas qui, à mon sens, sont très révélateurs et témoignent d'une aggravation de la situation. Aussi bien Barbara Bush, qui est une égérie queer, très connue dans les milieux gays, lesbiens, que Johann Sfar, qui lui est très engagé à gauche pour un dialogue israélo-palestinien, qui est allé dans les territoires palestiniens, etc. Et donc ils sont plutôt des figures, on va dire, d'ouverture plutôt vers le progressisme et vers la gauche. Eh bien, eux-mêmes ont été pris à partie, eux-mêmes sont menacés dans leurs activités, en réalité, parce que Barbara Bush, ce qu'on essaye de faire, c'est de l'empêcher de travailler, donc c'est-à-dire de gagner sa vie. À une époque, les nazis organisaient le boycott des magasins juifs et empêchaient les juifs, renvoyaient les juifs de la fonction publique ou d'autres, et les interdisaient d'exercer certains métiers. Aujourd'hui, c'est pas l'État qui fait cela, ça vient par le bas, ça vient par des gens, des militants qui considèrent que Barbara Bush ou même Johann Sfar n'ont pas le droit d'être là où ils sont et donc de travailler ou de gagner leur vie. Même si ils ont à l'heure active, on va dire, des prises de position, on va dire, très hostiles au gouvernement Netanyahou, favorables à la paix, favorables au processus avec les Palestiniens. Exactement, c'est-à-dire que le problème, ce n'est plus Netanyahou, ce n'est plus sa politique, et ce n'est plus la guerre à Gaza. Le problème, c'est juste de dire qu'Israël a le droit d'exister. C'est ça qui est un véritable tournant. Et alors, ce qui est arrivé à Barbara Bush et à Johann Sfar n'est pas nouveau, en fait. Il y a régulièrement des tentatives de boycott, des tentatives d'interdiction de parler. J'en ai moi-même été victime en octobre 2025 à l'école d'Institut d'études politiques de Lyon, puisque j'ai dû être exfiltré par les forces de sécurité, puisqu'on voulait m'empêcher de parler, on m'a traité de génocidaire. Donc, ce sont des choses qui arrivent régulièrement, mais ce qui est symptomatique, c'est que là, on a deux personnalités, deux figures du monde progressiste, oui. C'est-à-dire qui s'affichent avec les progressistes, qui sont toujours affichés eux-mêmes progressistes et en opposition au gouvernement de Netanyahou. Barbara Bush avait un discours très clair en disant, moi, je ne veux pas la guerre, je n'aime pas la guerre, je ne veux pas que les gens meurent. Et elle ne disait elle ne parlait ni des Juifs ni des Palestiniens, elle parlait en général. Et aujourd'hui, parce qu'elle a signé le texte de soutien que j'avais signé moi aussi d'ailleurs, dans le point à la proposition de loi de Caroline Yadan, eh bien, elle a été blacklistée et aujourd'hui, on veut l'empêcher de travailler. Alors, quand on est dans cette situation, et je sais que vous êtes historien, c'est peut-être pas votre rôle d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes, mais quels sont les moyens de lutter contre quelque chose qui est aussi sournois, aussi mal intentionné? C'est-à-dire, ce sont des mensonges, comme disait Goebbels, plus le mensonge est gros, plus on le croit. On est dans cette dynamique. Comment on peut lutter contre un tel fléau, contre cette expression de l'antisémitisme aujourd'hui? C'est effectivement, vous avez raison, très compliqué, parce que c'est un antisémitisme qui ne dit pas son nom, qui ne veut pas dire son nom, et surtout qui pense qu'il n'est pas antisémite. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que le résultat, si vous voulez, c'est l'exclusion des Juifs de la société française, qui est en train de se dérouler à bas bruit, en réalité. On arrive au même résultat que Vichy, mais c'est pas antisémite. Vous voyez, c'est presque, ce serait comique si c'était pas dramatique. Pour lutter contre cela, je crois qu'il faut dénoncer justement la dimension antisémite de la chose. Et il faut la montrer, il faut la démontrer sans arrêt et ne pas s'arrêter de le dire. Les gens qui nous disent, notamment les militants LFI, mais non, Mélenchon n'est pas antisémite, mais non, oui. Tel député n'est pas antisémite, etc. Il faut continuer de dire que bien sûr que si, c'est antisémite. Il faut faire la démonstration par le fait, en fait. Si eux essayent de se cacher dans leur discours, par les faits, ce sont les Juifs qu'ils touchent et qu'ils excluent peu à peu de la société française. Oui, mais par les faits, ça ne suffit pas, puisque on est parti d'une biaiserie de
tout ce qui s'est passé par exemple à Gaza pendant la guerre, c'était soi-disant des faits qui se sont avérés totalement faux, mensongers. Donc comment on peut, c'est-à-dire répondre à des mensonges par des faits qui peuvent être taxés de mensonges aussi par les ennemis d'Israël? C'est tout le problème que vous posez, Daniel. C'est-à-dire que effectivement, nous avons affaire à des manipulateurs, à des manipulateurs aussi bien sur ce qui se passe en Israël que sur ce qui se passe sur ce que font ou qui sont les Juifs en France ou ce que fait la députée par exemple Caroline Yadan. Ce sont des manipulateurs, ce sont des menteurs et ce sont des gens qui cherchent effectivement à mobiliser dans une idée électoraliste sur le dos d'Israël et sur le dos des Juifs. Donc, lutter contre cela, c'est extrêmement difficile. Il faut continuer à dénoncer l'antisémitisme et il faut que les pouvoirs publics prennent réellement la dimension de ce qui est en train de se jouer. La proposition de loi de Caroline Yadan était intéressante. C'était peut-être pas la solution miracle, mais elle était intéressante. Elle méritait d'être discutée. Peut-être que les pouvoirs publics devraient remettre l'ouvrage sur le métier et à nouveau peut-être réfléchir à un projet de loi ou à une proposition de loi, si elle vient d'un député, pour travailler et sur le renouvellement justement du discours antisémite. Et si par exemple le problème, et vous le disiez vous-même, le problème ça vient en particulier par exemple de la légitimité accordée au LFI, à Mélenchon et à tous ses amis, à partir de ce moment-là, est-ce que finalement il n'y a pas une possibilité dans une démocratie israélienne de dire ce parti est toxique, il est nocif, il encourage l'antisémitisme, il provoque une haine au sein de la société française. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le neutraliser, je sais pas, parce que par exemple en Israël, lorsque le rabbin Kahana a voulu se présenter aux élections, eh bien la commission électorale à l'époque avait invalidé la possibilité de se présenter à des élections parce qu'il avait une plateforme qui était antisémite, qui était anti-arabe dans le cas précis. C'est-à-dire, est-ce que ça c'est-à-dire finalement, ça serait pas le moyen indispensable pour essayer de neutraliser ce phénomène? En fait, là vous touchez à autre chose. Il y a le parti, oui, le mouvement, parce que c'est pas un parti, oui, et il y a les individus. Les individus peuvent être attaqués en justice. C'est le cas pour la députée européenne Rima Hassan qui passera au tribunal début juillet pour apologie du terrorisme. Pas pour antisémitisme, je ne crois pas. Et il y a des plaintes qui sont régulièrement déposées, mais malheureusement qui n'aboutissent pas pour l'instant. Il faut espérer qu'un jour elles aboutissent. Et puis il y a la deuxième chose, c'est le parti, le mouvement politique. Et là, il faudrait que le mouvement fasse, voilà, qui est des faits qui soient prouvés, des propos qui soient prouvés, de manière à ce que ils soient peut-être dissous. Mais ça, là, je pense qu'on en est très très loin. La démocratie française est très est très tolérante vis-à-vis des discours qui aujourd'hui touchent Israël, les Juifs, l'antisionisme, etc. Une dernière question, cette période dans l'histoire de la France, est-ce qu'elle rappelle une autre période? Est-ce que par exemple elle rappelle la période de l'affaire Dreyfus, ou c'est différent? C'est toujours différent. Non, je crois que c'est toujours différent. Pendant l'affaire Dreyfus, alors d'abord la France était très divisée. Elle l'est aujourd'hui, vous savez. Je crois que Israël et les Juifs n'ont pas que des ennemis en France, loin de là. Mais à l'époque de l'affaire Dreyfus, c'était vraiment les Juifs en tant que Juifs qui étaient visés. Aujourd'hui, si vous voulez, moi je dirais qu'on est plus dans une période qui me rappellerait, période que je n'ai pas vécue bien évidemment, et vous non plus, qui me rappellerait l'époque où pour vivre tranquillement, un Juif devait se convertir. Ah oui. Il devait se convertir au christianisme, il devait se disparaître en tant que juif, et là il pouvait vivre. Alors soit il était marane, soit il était devenu chrétien et il oubliait le judaïsme. En réalité aujourd'hui, ce que demande la gauche radicale et l'extrême gauche d'une manière générale aux Français juifs et aux Français juifs, c'est de se convertir à leur vision du monde. Et se convertir à leur vision du monde, c'est-à-dire renoncer à l'idée même d'Israël, renoncer à l'idée de défendre Israël et même de parler d'Israël, se convertir, et là ils vous laisseront tranquille. Donc je serais plus dans cette comparaison-là que plutôt que dans une comparaison avec l'affaire Dreyfus.
Eh bien, Yanis Roeder, c'était passionnant de dialoguer avec vous sur ce sujet. C'est pas particulièrement rassurant, mais c'est passionnant d'en parler. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué ce sujet. Ici, on n'est peut-être pas suffisamment conscient lorsqu'on est en Israël, à Jérusalem. On a d'autres problèmes qui sont d'une autre envergure, mais qui sont aussi importants. Et on n'est peut-être pas assez suffisamment à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui en France et de ces changements qui sont dramatiques. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, merci. Et si je vous racontais un conte de fées? Elle s'appelle Keren Cohen-Chazon, elle est fondatrice directrice générale de Torpaz Industries et en 10 ans, son entreprise est devenue l'un des fleurons de l'industrie israélienne. Tout a commencé avec une petite société de Holon spécialisée dans les extraits aromatiques achetés pour seulement 2,5 millions de dollars. Aujourd'hui, Torpaz fabrique des arômes, des fragrances et des matières premières utilisées dans de nombreux produits du quotidien et fait 275 millions de chiffres d'affaires. Dingue. Elle est présente dans plus de 90 pays, compte plus de 4300 clients et opère à travers 26 sites de production dans le monde. La recette de la potion magique ? Vision, travail et patriotisme. Pour cette femme hors du commun, une entreprise israélienne doit penser globalement. Sa croissance repose sur une stratégie de fusion-acquisition à travers le monde, mais aussi sur le développement de nouveaux produits, de nouveaux marchés. C'est ce savant mélange assez rare en affaires qui permet la résilience, la diversification des risques et la stabilité économique. Alors oui, elle pourrait diriger son groupe depuis New York, Londres ou Singapour et tout serait plus simple et plus rentable si elle fermait ses usines israéliennes pour les transférer ailleurs. Mais non, elle s'y refuse. Pour elle, le cœur de l'entreprise, sa direction, son siège social resteront en Israël. Parce qu'à ses yeux, l'industrie est bien plus qu'un outil économique. C'est un enjeu national. Sans industrie, il n'y a pas d'emploi. Sans emploi, il n'y a pas d'avenir. Bien sûr, elle rencontre certains interlocuteurs qui refusent de travailler avec des Israéliens. Ça ne la déstabilise pas. Elle explique et bien souvent, les préjugés s'envolent et les contrats se signent. Alors elle continue d'investir ici, de créer ici, de produire ici, parce qu'elle a choisi d'élever ses enfants et de voir grandir ses petits-enfants en Israël. Et parce que pour que ce rêve soit possible, elle estime qu'il est de la responsabilité de chacun de contribuer à bâtir un pays fort. Peut-être est-ce cela finalement le véritable patriotisme. Pas de grands discours, pas de slogans galvanisants, des actes. Et Keren va encore plus loin dans sa volonté de renforcer Israël. Elle a fait don de plus de 70 millions de shekels à plusieurs hôpitaux israéliens. À Shiba, pour créer le plus grand centre de dialyse blindé du pays, à Soroka, pour reconstruire l'aile endommagée pendant l'opération Amke-Lavi, et à Bellinson pour le centre de soins intensifs qui sera le plus pointu d'Israël. On ne peut que dire chapeau, Keren, de transformer cette réussite hors norme en contribution à la société civile tout entière. Et puis surtout, dans cette période où nos soldats sont toujours mobilisés au Liban, à Gaza, eh bien le parcours de Keren Cohen-Chazon rappelle une chose essentielle. Israël est un pays qui se défend, mais c'est aussi un pays qui invente, qui produit, qui entreprend et qui rêve. Et parfois, les plus belles victoires se construisent chaque matin dans une usine, un laboratoire ou une salle de réunion par des hommes et des femmes qui ont décidé de croire et de miser sur Israël. N'est-ce pas le plus beau des contes de fées ? Nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, ce matin, la guerre au sud-Liban cède la place en manchette des quotidiens à un incident grave qui s'est produit hier soir au domicile du vice-président de la Cour suprême. Oui, les responsables de cet incident grave, ce sont des ultra-orthodoxes qui sont arrivés hier soir en autobus au domicile du juge Noam Solberg. Ils ont fait voler en éclats le pare-brise de son véhicule. Ils ont également détruit des plantes à l'entrée de son domicile et brisé plusieurs des vitres de la villa du juge. Motif de cette violente colère
colère des orthodoxes l'arrestation d'élèves des yeshivot réfractaires au service militaire. La police affirme avoir arrêté au cours de ces débordements des dizaines d'orthodoxes, plus de 60 orthodoxes dont la garde à vue a déjà été prolongée. Le Yediot Aharonot annonce en manchette: des dizaines d'ultra-orthodoxes ont tenté de forcer la porte d'entrée de la maison du juge Solberg à Alonshwout dans le Gush Etzion et ont causé des dégâts matériels. Le Israël Hayom titre en manchette en nous montrant une photo du véhicule endommagé du juge Solberg. Ils font voler en éclats l'état de droit, titre le journal, qui pose une question: est-ce que la police saura mettre un terme à ces émeutes qui se répètent de plus en plus fréquemment? Et puis les quotidiens israéliens reviennent également ce matin en première page sur ce que le Israël Hayom appelle le défilé de la honte. Oui, les quotidiens israéliens, il faut vous l'expliquer, nous rappellent qu'hier, les députés de la Knesset ont voté pour élire le prochain contrôleur de l'État. Un poste important que briguaient deux candidats, l'avocat personnel de Binyamin Netanyahou, maître Michael Rabello, qui était le candidat de la coalition, et l'ancien juge de la Cour suprême, Yosef Elron, qui était le candidat de l'opposition. Détail important, le vote s'est fait à bulletin secret dans un isoloir installé dans l'hémicycle. Le juge Elron a remporté le premier des deux tours et au second tour, on a vu les députés Likoud qui ont reçu l'ordre de se filmer avec leur portable en train de voter afin de prouver qu'ils n'enfrayaient pas les directives de Binyamin Netanyahou de voter en faveur de son avocat Michael Rabello. Ce qui a, on sans doute, provoqué un véritable chaos dans l'hémicycle. Finalement, c'est bel et bien Michael Rabello qui a été élu et les journaux annoncent ce matin d'une certaine manière que l'affaire, comme il fallait s'y attendre, est en route vers la Cour suprême. L'élection et la tempête, titre ce matin en première page le Yediot Aharonot, et en page intérieure, le journal parle de la plénière de la honte. Et puis les commentateurs du Yediot Aharonot, Daniel, sont de loin les plus critiques envers le gouvernement pour ce spectacle peu honorable. Oui, Merav Batito écrit en intitulé de son éditorial ce matin: la Sicile, c'est ici. Elle n'hésite pas à parler de la mort de toute éthique politique dans la classe politique israélienne en agissant ainsi sur les ordres de leur leader Binyamin Netanyahou. Les députés Likoud nous ont appris jusqu'à où ils étaient prêts pour empêcher la chute de leur pouvoir. Quant au professeur Yuval Albachan, il affirme qu'il faudra recommencer le vote car selon lui, il n'est pas légal et le fait de se filmer en train de voter pour tel ou tel candidat est une violation d'un vote à bulletin secret. Enfin, Yuval Karmi parle de jours sombres pour l'institution de contrôleur de l'État. Quant à Itamar Eichner, lui parle dans le site Ynet des nominations comme celle de David Zini, Roman Goffman et Michael Rabello pour lesquelles Binyamin Netanyahou est prêt à tout faire afin qu'elles aboutissent. Alors après avoir parlé longuement ce matin de l'état de droit, les quotidiens et les sites d'infos prennent le temps en page d'intérieur d'évoquer la sécurité au Sud-Liban. Oui, dans le Israël Hayom, Sherit Avitat Cohen titre ce matin un haut responsable sécuritaire israélien qui affirme: alors que nous combattons d'une main le Hezbollah, de l'autre nous le renforçons. Et Avitat Cohen d'expliquer que c'est le président Trump qui continue de faire pression sur Israël pour qu'il limite ses actions contre le Hezbollah au nord, mais aussi contre le Hamas au sud. Et ce faisant, il ne fait que renforcer les deux mouvements terroristes qui réclament la destruction de l'État d'Israël. Et elle cite Meir Ben Shabbat, l'ex-conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou, qui déclare qu'il faut considérablement faire augmenter le prix à payer pour chacun des drones que le Hezbollah attire. Quant à David Ibn Sion, dans le Yediot toujours, il explique que lorsque l'Iran et le Hezbollah voient que les pressions internationales poussent Israël effectivement à cesser ses attaques, alors que ses citoyens sont menacés, bien cela crée des dégâts conséquents sur la force de dissuasion de l'armée israélienne. Le Yediot Aharonot consacre ce matin un dossier important par ailleurs aux médecins militaires qui voient leurs études prolongées par d'incessantes périodes de réserve militaire. Oui, et ce dossier, il faut le rappeler, a été ouvert par le Yediot Aharonot après la mort au combat avant-hier au Sud-Liban du docteur Ori Yosef Sylvester, qui était le médecin militaire du bataillon Shaket de la brigade Givati. Le Yediot Aharonot explique d'abord qu'il y a en Israël un manque crucial de médecins militaires. Ensuite, le journal explique que les étudiants en médecine sont déchirés entre leur désir de partir en Milouim pour servir dans l'armée et celui de poursuivre leurs études particulièrement longues et laborieuses. Ethan Bartikva, qui est l'un de ces étudiants, explique qu'à cause de sa période de réserve, de ses multiples périodes de réserve depuis le 7 octobre, il va devoir rater il a plusieurs reprises dû rater ses examens et cette fois-ci à la fin de ce semestre également, il devra rater une partie de ses examens. Ensuite, il n'aura plus qu'une seule session pour passer l'examen sans possibilité de se rattraper ensuite.
Et ce matin, le Israël annonce à ses lecteurs qu'ils vont recevoir un supplément Coupe du Monde de foot. Oui, à une semaine du coup d'envoi du mondial aux États-Unis, le Israël annonce on découvre l'Amérique et à l'intérieur de ce supplément tout ce dont on a besoin en Israël pour savoir comment suivre dans les meilleures conditions cette Coupe du Monde de football. Et le supplément annoncé arrivera demain dans l'édition du Shabbat du Grand Quotidien. Et puis pour terminer, en moins d'une minute, comme chaque jeudi, on va survoler, Daniel, la dernière édition d'Actu-J qui paraît aujourd'hui. Oui, avec en dossier en première page ce matin, le lourd malaise des Juifs de France et un titre choc malheureux comme un Juif en France. C'est une question. Le journal revient sur la propagation des actes antisémites en France, comme l'agression à Deauville, les menaces contre Barbara Butch et ou Johann Sfar. Et il affirme de plus en plus de Juifs s'interrogent sur la capacité des autorités à faire face à ce regain de haine antisémite et sur l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vous sollicite bien entendu parce que, on va dire, il y a eu en début de semaine une conversation très peu diplomatique entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. On va y revenir, mais avant tout, je voudrais avoir votre appréciation sur l'information de la nuit, la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban à la suite des négociations qui se déroulent à Washington. Comment doit-on interpréter cette information ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que le Liban a la capacité de forcer le Hezbollah à cesser le feu ? Bien, écoutez, il faut interpréter cet accord juste comme une continuité des négociations à l'échelle des gouvernements entre le Liban et Israël. C'est important. Moi, je suis pour continuer ce dialogue avec le Liban, même si pour l'instant, il y a très peu de résultats parce que le gouvernement libanais n'a aucune influence sur le Hezbollah. Et je doute beaucoup que cet accord de cessez-le-feu va être respecté par le Hezbollah. Il est vrai, j'aimerais ouvrir une parenthèse, il est vrai que depuis la conversation houleuse entre Trump et Netanyahou, le Hezbollah envoie beaucoup moins de drones et de roquettes en Israël, ce qui ne veut pas dire qu'il respecte le cessez-le-feu, non, il continue, mais vraiment beaucoup moins. Et là, c'est peut-être un autre pas, je ne sais pas, il faut être très prudent, mais si moi j'étais chef de l'état-major, je continuerais tous mes préparatifs pour me défendre et pour pas seulement me défendre, mais passer à l'offensive là où nous pouvons contre le Hezbollah. Donald Trump a voulu, dans une déclaration de la nuit dernière, faire une distinction entre le front iranien et le front libanais, mais finalement l'annonce de ce cessez-le-feu avec le Liban, entre le Liban et Israël, pourrait presque coïncider avec l'annonce d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, peut-être dans le courant du week-end. Et finalement, ça pourrait peut-être ramener un peu le calme d'une manière ou d'une autre, ou c'est naïf de penser comme ça ? Ah ben, écoutez, malheureusement, Daniel, moi, je suis un peu sceptique. C'est possible qu'il peut y avoir un accord entre les États-Unis et l'Iran. Cet accord, à mon avis, est vraiment un accord préliminaire, qui est surtout un accord sur la réouverture du détroit de Hormuz, qui, entre parenthèses, était ouvert avant les hostilités, sur peut-être l'arrêt de l'embargo américain sur les ports iraniens. Je ne vois pas qu'il y a pour le moment possibilité d'un accord qui touche aux questions qui vraiment nous intéressent, nous. Le nucléaire iranien, le balistique iranien, tout ça. Et ça pourrait être un accord à vie, parce qu'il faut toujours tenir compte des conjonctures, de l'environnement, de ce qui se passe actuellement. On est à quelques jours de la Coupe du Monde. Donald Trump voudrait pouvoir passer une Coupe du Monde tranquillement. Ça nous ramène à dans 6 semaines. On verra dans 6 semaines ce qui se sera passé peut-être. Et vous pensez qu'il y a, on va dire, le sport ou des événements d'une telle envergure peuvent jouer un rôle dans des négociations comme celle-là ?
Oui, oui, ils peuvent jouer un rôle, absolument. On n'est pas forcé d'avoir un accord avant le mondial. Oui. On continuait à parler pendant le mondial avec l'Iran. Vous savez, il y a eu des échanges de feu il y a 24 heures. Oui. Donc c'est considéré comme un cessez-le-feu. C'est-à-dire ce sont des petites choses qui n'ont pas d'importance. Comme d'ailleurs les clashs que nous avions avec le Hezbollah au sud du Liban étaient perçus comme faisant partie du cessez-le-feu. Oui. Donc, oui, mais vous avez raison, Donald Trump veut certainement passer un mondial tranquille, ça c'est certain. Y aura-t-il un accord avant ou est-ce qu'on continuera à discuter pendant le mondial? Ce n'est pas une grande différence du moment où il n'y a pas de guerre. C'est ça l'important maintenant pour Donald Trump pendant cette période de mondial, évidemment. Et il y a d'autres raisons aussi. Alors, je veux revenir avec vous d'avis sur la conversation téléphonique que vous mentionniez il y a quelques instants entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Une conversation assez dure, puisque le président américain aurait tout simplement insulté Benjamin Netanyahou. Alors là, dans la nuit, apparemment, il est un petit peu revenu, ou peut-être pas revenu, mais il a dit que Bibi était un bon partenaire, qu'il n'était pas aimé par les autres, mais que lui, pour lui, c'était un bon partenaire. Israël était un excellent partenaire. Ce sont les termes de, on va dire, simplistes de Donald Trump. Comment vous interprétez cette colère de Donald Trump envers Benjamin Netanyahou? Est-ce que ça fait partie encore d'un jeu de sa part pour essayer de rassurer l'Iran et les pays arabes, ou alors c'est véritablement, il en a un peu marre de Benjamin Netanyahou qui le pousse vers une reprise des combats? Non, il n'a pas marre de Benjamin Netanyahou. C'est Donald Trump, Daniel, c'est Donald Trump. C'est comme ça qu'il parle quand il est en colère, et il était en colère, parce que Netanyahou a déclaré, d'ailleurs la déclaration, revenons un moment sur la déclaration de Netanyahou et de Katz, ministre de la Défense, le matin avant-hier en disant: oui, nous allons bombarder la Dakhia, nous allons poursuivre le Hezbollah jusqu'à Beyrouth, etc., etc. Vous dites que ce n'était pas indispensable? Pas seulement indispensable, c'était curieux. Oui. Et alors, il y a deux possibilités. Ou alors, c'était une erreur monstre pour faire des gros titres, quoi. Mais je ne crois pas que c'était une erreur. Moi, je crois plutôt que Netanyahou voulait justement voir quelle serait la réaction des Américains. La déclaration de Benjamin Netanyahou est survenue à 9h ou à 10h du matin, et il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de frappe sur le Dakhia, rien. À 7h du soir, il y a eu la conversation avec Trump. Donc, du fait qu'il n'y ait rien eu pendant 10 ou 12 heures, ça démontre qu'il n'y avait pas volonté de vraiment frapper. Alors, c'était ou bien de la fanfaronnade, mais non. C'était, je crois, pour voir la réaction de Trump. Et là, alors, Netanyahou, il a eu la réaction de Trump. Oui. Je crois que, bon, c'était vraiment, c'est du classique Trump, quand il est énervé. Et je ne vois vous dites qu'il ne faut pas se formaliser de ce genre de déclaration, parce que ce sont des déclarations qui peuvent porter atteinte à Benjamin Netanyahou. Je ne parle même pas d'une atteinte dans le cadre de la campagne électorale qui approche, mais même par rapport à la force de dissuasion d'Israël, par rapport au statut d'Israël dans la région. Non, écoutez, vraiment, s'il ne s'agissait pas de Trump, peut-être. Mais Trump, il a immédiatement corrigé quelques heures après. Il a dit que Benjamin Netanyahou, c'était son ami et qu'il l'aimait beaucoup. Et que, vous voyez, là, je crois qu'il faut comprendre qu'avec Trump, c'est comme ça. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Ouais. Il y a 3 jours, Oman avait dit qu'ils étaient en pourparlers avec l'Iran pour le détroit d'Ormuz, pour collecter de l'argent. Trump, l'Oman, c'est un allié des États-Unis. Ouais. Il aura passé un savon. A dit, je vais bombarder Oman. Vous comprenez?
Il n'y a pas de... C'est d'un extrême à l'autre. Mais ça, Alors, Avi, vous qui avez cette expérience de la diplomatie, ça s'appelle de la diplomatie, ça, ou ça s'appelle des coups d'éclat? C'est de la contre-diplomatie. Oui. Ça, c'est du trumpisme. C'est de la contre-diplomatie. Premièrement, Daniel, la diplomatie classique, la diplomatie comme il faut, elle est secrète. Quand deux chefs d'État comme Trump et Netanyahu parlent, rien ne doit filtrer, rien ne doit filtrer. Ça, et chez Trump, vous ne pouvez pas parler sans que 2 minutes après, il le met sur son réseau social. Et il le met d'une façon qui lui convient. C'est pas de la diplomatie, c'est de la contre-diplomatie. Avec Trump, il n'y a plus de diplomatie. Ça n'existe pas. Tout est ouvert, tout est à voir. On sait exactement ce qu'il pense de tout. Il est énervé un moment. Après 1 heure ou 2, il se calme. Il met quelque chose d'autre sur son réseau social. Non, c'est Trump. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Il y a des dizaines d'exemples. Regardez le Groenland. Oui. Regardez l'OTAN. Le Canada. Voilà. Donc, il ne faut pas, je crois, que Netanyahou, bien sûr, il n'a pas aimé être insulté de cette façon. Ça, c'est évident. Il ne s'attendait certainement pas à cette sorte de réaction et qu'elle soit mise publique après. Mais il faut diviser entre le tactique et le stratégique. Tactique, alors oui, il y a des différences entre nous et les Américains. Les Américains, si le Hezbollah envoie quelques roquettes à Kiryat Shmona, ils s'en fichent éperdument. Mais si nous bombardons Beyrouth, une capitale américaine, une capitale arabe, alors pour la main, ça, non. Mais stratégiquement, il faut bien comprendre, nous sommes encore le meilleur allié des États-Unis au Moyen-Orient. Oui, mais cette alliance, elle est effectivement importante, mais elle nous fait pas être quelque part un peu otage de Donald Trump, parce que finalement, on le voit, on l'a vu, même il y a 1 an, en juin, Donald Trump a interrompu une offensive de l'armée de l'air israélienne contre l'Iran, et là, il est en train il empêche, on va dire, les tirs sur la Darkia à Beyrouth. On n'est peut-être pas trop dépendant des États-Unis? Eh bien oui, il y a un prix à cette alliance. Il y a un prix, Daniel, c'est évident. C'est pas que moi, je saute de joie en voyant qu'on est tellement dépendant aujourd'hui avec les États-Unis, alors que nos relations avec l'Europe ne sont pas bonnes et que notre standing international est à un niveau assez bas. Et nous sommes aujourd'hui en relation étroite, il y en a qui diront trop étroite, avec Donald Trump. C'est comme ça. Ouais. Et si nous voulons, comme nous avons voulu faire une offensive commune en Iran, il n'y avait pas d'autre choix. Ouais. C'est le prix à payer. La question est quelle alternative à Israël aujourd'hui, à cette relation avec Trump, avec qui nous pouvons avoir une relation comme ça avec la France, avec l'Angleterre. Non. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Avi, de nous avoir permis de décrypter, de mieux comprendre cette conversation difficile entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation, Avi. À bientôt. Merci Shabbat à Shalom. vous, Daniel. Merci à vous. Nous avons le plaisir d'être en ligne comme chaque semaine avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ce matin, on va dire qu'on a une tâche relativement facile, plus aisée que parfois c'est en fin de semaine par rapport à la paracha et pour calquer la paracha de la semaine sur l'actualité de l'État d'Israël aujourd'hui, puisqu'on est dans la paracha de Shlach Lecha, la paracha des explorateurs. Et bien entendu, impossible de ne pas
parler de ce message que nous ont fait passer d'une certaine manière les explorateurs en médisant sur la terre d'Israël, une faute que le peuple d'Israël a payée très cher, puisque ils ont dû errer pendant 40 ans avant de rentrer en Eretz Israël, alors qu'ils étaient presque à l'entrée de la terre d'Israël. Ils ont dû patienter pendant 40 années. La leçon que vous tirez, David, de cet épisode marquant du livre de Bamidbar? Oui, la faute des explorateurs, elle est décrite traditionnellement comme Dibat Haaretz, la médisance sur la terre d'Israël. Mais en réalité, les explorateurs sont revenus de leur exploration de la terre vers le peuple en leur disant tout simplement la conquête de la terre est rationnellement, si on tient compte de tous les facteurs, de la population, de la situation, etc., impossible. Ouais. Ils ont complètement découragé le peuple et ils lui ont finalement dit ce qui est la promesse divine de s'installer sur la terre de Canaan est impraticable. Donc c'est ça le fond de leur faute. Oui. Dibat Haaretz, finalement, c'est un manque de foi, de émouna dans la parole divine. C'est-à-dire qu'ils ont jugé la situation uniquement avec des éléments rationnels et pas avec des éléments au-delà de la rationalité. C'est-à-dire de dire, finalement, on va tout de même y aller, même si ça semble complètement impossible, eh bien on va y aller parce que effectivement il y a cette force de la Emouna qui nous permet de surmonter certainement les difficultés qui vont se présenter. Alors David, mais cette manque de Emouna, il peut paraître un peu paradoxal parce que, enfin, de nombreux commentateurs disent que justement, on va dire, les princes d'Israël, en fait, ces explorateurs, eh bien, ils préféraient, on va dire, à la conquête d'Israël, à l'installation, la création d'une société en Israël, ils préféraient, on va dire, la sérénité du Har Sinaï, d'où les Bnei Israël venaient de partir, la sérénité du Har Sinaï, la sérénité qui permettait d'étudier la Torah, de vivre avec l'Aman et avec le puits de Myriam. C'est-à-dire, ils avaient quand même une émouna, mais est-ce qu'ils avaient une émouna sélective ? Oui, mais leur émouna, elle était relativement, je dirais, facile à avoir, puisqu'ils vivaient, comme vous venez de le dire, dans des conditions idéales. Dans le désert, il y avait la protection divine, ils étaient nourris, donc ils étaient dans une espèce de grande yeshiva, si vous voulez. Voilà, avec tous leurs besoins qui étaient satisfaits. Or, le but de la sortie d'Égypte, c'est l'installation de l'Eretz Israël n'est pas ça. C'était pas le Har Sinaï. C'est pas le Midbar Sinaï, c'est pas la situation du désert. Il faut, dans les conditions matérielles normales, entre guillemets, avec une agriculture, une économie, des structures politiques, une armée, appliquer les mitzvot. Le but de la sortie d'Égypte, c'est effectivement d'appliquer les directives de la Torah sur la terre d'Israël, parce que le but, c'est de faire venir la présence divine sur la terre d'Israël par le mérite de la pratique des mitzvot, et non pas, je dirais, de vivre une vie dans laquelle, finalement, la protection divine est assurée. Là, elle est assurée, mais à condition que l'homme y mette du sien. Et donc, ils ont reculé, finalement, devant les difficultés matérielles, devant les difficultés de la réalité. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, il faut que l'homme puisse, dans des conditions où la matérialité est un obstacle, surmonter tous les obstacles de cette matérialité pour élever la matérialité vers le niveau spirituel. Alors, c'est intéressant. Bien entendu, on peut faire un parallèle aujourd'hui avec, on va dire,
le monde orthodoxe aujourd'hui et qui pourrait être assimilé à ceux qui justement auraient préféré rester, on va dire, dans l'environnement du Har Sinaï pour étudier la Torah et qui n'étaient pas tout à fait convaincus qu'il était absolument nécessaire de créer une société juive en Eretz Israël? C'est un peu difficile de faire la comparaison. Moi, je sais que mon maître Manitou faisait toujours cette comparaison avec, je dirais, les ultra-orthodoxes et les explorateurs. C'est un petit peu difficile de le faire. Moi, je préfère, je dirais, dire les choses de manière plus positive. Oui. Je pense la question des explorateurs, cette tragédie qui s'est produite dans le désert, les sages nous disent ça a été la cause de tous les exils d'Israël. C'est-à-dire sur le long terme, tous les exils d'Israël sont dus à ce manque de compréhension de ce qui a été attendu d'eux sur la terre d'Israël. Mais depuis maintenant, je dirais 100 ans, un peu plus, on assiste à un mouvement qui traverse le peuple juif, qui est finalement, quand on y réfléchit bien, une espèce de tikkun, de réparation de ce qui s'est passé avec les explorateurs, donc il y a très longtemps, il y a 3000 ans. Réparation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, ce mouvement sioniste moderne n'a pas du tout tenu compte des données de la réalité. Il y a eu un engagement de tout un groupe de jeunes, notamment, sur une base de Emouna, même qui était relativement détachée de la Torah, mais inconsciemment, c'était une Emouna juive, qui a vu au-delà des obstacles qui semblaient normalement et rationnellement insurmontables pour s'installer en Eretz Israël, cultiver Eretz Israël, faire d'Israël un pays où tous les Juifs peuvent s'installer aujourd'hui. Et donc, je dirais, il y a une réparation qui est faite aujourd'hui de la faute des explorateurs avec un mouvement sioniste qui est un mouvement, bon, c'est vrai, conduit par des laïcs au départ, mais qui est empreint d'une très forte émouna. Et c'est cette émouna qui continue à donner aux yeux de toutes les nations qui sont étonnées cette dynamique du peuple d'Israël et cette résistance, cette résilience du peuple d'Israël face à tous ses ennemis. Il n'y a pas peut-être aussi une notion de tikkun, de réparation dans l'initiative, on va dire, des sionistes, des pionniers sionistes modernes, laïques, qui ont été à l'origine du mouvement sioniste à la fin du 19e siècle, par rapport à un événement qui est aussi dans la paracha de la semaine, mais que l'on oublie toujours, qui est toujours à l'ombre de la faute des explorateurs, c'est la faute des Maapilim. C'est-à-dire les Maapilim, il y a un épisode, c'est-à-dire après que les explorateurs reviennent, qu'ils décrivent la terre d'Israël, le peuple pleure, Moshe Rabbeinu dit, eh bien voilà, Akadosh Baruch Hu dit, vous allez rester 40 ans dans le désert, et là il y a un réveil de ce qu'on appelle les Maapilim qui disent, on va y aller, on a compris notre erreur, on va y aller, on va monter en Eretz Israël, et là c'est Moshe Rabbeinu qui leur dit, non, vous ne pouvez pas y aller, vous n'avez pas le soutien de Akadosh Baruch Hu, et finalement ils y vont et ils sont décimés, et là quelque part c'est intéressant parce que dans le mythe du sionisme moderne, on parle beaucoup des Maapilim, c'est le terme utilisé par la paracha. Les Maapilim, c'est ceux qui sont arrivés au moment de la création de l'État d'Israël dans ces dizaines et dizaines de bateaux qui transportaient, on va dire, beaucoup de rescapés de la Shoah d'Europe, et qui sont arrivés. Il n'y a pas une... Est-ce que je me trompe si on peut dire qu'il y a un élément de réparation? On peut dire que la réparation est aussi la réparation des Maapilim qui ont réagi finalement à Dieu et à sa réprobation. Mais je dirais cette réaction un peu en retard par rapport à ce qu'elle aurait dû être, a fait que Dieu leur a dit c'est pas possible. Effectivement, on peut dire que les Maapilim d'aujourd'hui font partie de ce tikkun, de cette réparation, de ce qui s'est passé dans le désert avec les explorateurs.
C'est Manitou qui disait, David, c'est Manitou qui disait que, en fait, justement, le fait que le mouvement sioniste était porté par des laïcs, eh bien, c'est ça, en ça qu'on comprend qu'il est un mouvement d'origine miraculeuse et messianique. C'est parce que si c'était porté par des rabbins, ça aurait été tout à fait logique. Des rabbins qui disent, Terezena et Nenou, je ferai l'étion 3 fois par jour. C'est logique qu'au bout d'un moment, ils prennent leur bagage et ils montent. Mais que des gens qui aient voulu rompre avec la tradition, qui disent, on va quand même aller en Eretz Israël, c'est quand même c'est la preuve de la démarche du caractère, on va dire. Oui, absolument. C'est l'enseignement de Manitou, c'est l'enseignement de Rav Kook. Cette émouna des premiers pionniers, qui étaient laïcs pour la plupart d'entre eux, c'est une émouna qui sort véritablement des profondeurs de l'âme juive. Même si ils étaient détachés de la Torah, je dirais, ils étaient en train d'accomplir une mitzvah extraordinaire dont la racine se trouvait à l'intérieur d'eux-mêmes, ça trouvait dans leur ADN spirituel. Et j'ajouterai une chose, c'est que, au risque de me faire taxer de messianique, ce que j'assume, oui. Je dirais, nos Chachamim nous ont dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tous les exils qui ont suivi, qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël, sont dus à la faute des explorateurs. Je dirais, et ce renouveau de la Emouna qui a conduit à la création du mouvement sioniste et à l'installation, au retour sur la terre d'Israël, en réalité ce retour qui est donc, comme je l'ai dit, une réparation, doit conduire non pas à de nouveaux exils, mais au contraire à la Géoula Shlema, c'est-à-dire à la délivrance finale. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui aujourd'hui continuera jusqu'à la réalisation ultime de toutes les promesses qui se trouvent dans la Torah et qui ont été énoncées par nos prophètes. Oui. Eh bien, c'est passionnant comme d'habitude et cette paracha de la semaine, eh bien, on peut la lire effectivement et que quand on va la lire dans les parachas, dans les synagogues, eh bien, on pourra la lire effectivement sous le prisme de l'actualité brûlante aujourd'hui. Merci beaucoup, David Saada, de nous avoir éclairé sur cette paracha des explorateurs dans la paracha de Shlach Lecha que nous lirons cette semaine dans les synagogues. Merci encore et Shabbat Shalom. À bientôt. À bientôt, Shabbat Shalom.